ce midi inspirant. Je m'appelle Julie Pigeon, je suis directrice de l'association EdTech. EdTech, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un regroupement d'entreprises et d'OBNL qui travaillent en technologie éducative au Québec. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre sur notre page des membres au edtech.ca pour aller jeter un coup d'œil sur toutes les belles organisations qu'on retrouve au Québec. D'ailleurs, on a plus d'une centaine de membres, donc vraiment, on a un bel écosystème super riche. J'en profite également pour vous parler de notre gazette mensuelle EdTech. Donc, si vous êtes férus de technologie éducative, bien, à raison d'une fois par mois, on vous envoie une petite gazette dans laquelle vous allez retrouver des actualités, des nouveautés, des tendances et le tout en vue de faire briller, bien sûr, notre bel écosystème en numérique éducatif. Enfin, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. D'ailleurs, derrière moi, vous avez le petit compteur Facebook de l'association EdTech. Alors, si ça vous dit durant cette présentation, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook et aller aimer notre page et voir votre like s'afficher en live là, au moment où vous allez le faire. Donc, dernière petite chose, c'est une discussion. Donc, on vous invite à être actif. Vous pouvez d'entrée de jeu vous présenter dans le chat, nous dire d'où vous venez, commenter, poser des questions. On va faire le relais, l'équipe EdTech et moi, à nos deux invités d'aujourd'hui que je vous présente sans plus tarder. Donc, aujourd'hui, le thème, bien sûr, abordé, c'était « Bouger pour réussir ». On le sait tous, les bénéfices de l'activité physique sont de plus en plus évidents. C'est essentiel à notre santé, bien sûr, mais on remarque aussi que ça favorise le développement cognitif, le développement socio-émotionnel, la concentration et la motivation à l'école. Donc, on se dit, ça serait bien de questionner, de peut-être voire même réévaluer la place qu'on fait à l'activité physique, à l'école. Donc, pour nous guider, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui nul autre que Pierre Lavoie, qui est conférencier, athlète et cofondateur du défi Pierre Lavoie. On accueille également Vincent Routier, qui est PDG de l'U, qui est une entreprise québécoise qui réimagine l'école en offrant des outils pour intégrer l'activité physique à l'apprentissage. Donc, merci beaucoup d'être là, Pierre et Vincent. Et sans plus tarder, je vais laisser Pierre amorcer cette discussion en nous parlant un peu du contexte actuel de l'activité physique chez les jeunes. Donc, à toi, Pierre. Bien, merci beaucoup. Allô à tout le monde. En cette tempête de neige, au Saguenay, il fait tempête, c'est pas terminé non plus. D'abord, la condition physique des jeunes, on le sait qu'elle est catastrophique, là, puis c'est pas juste au Québec, c'est partout sur la planète. Le Québec, par contre, fait beaucoup d'efforts pour essayer d'inverser la courbe, hein, cette tendance vers une inactivité physique qui amènera des problèmes de santé plus tard. On a déjà plein de problèmes avec certains groupes qui engorgent les hôpitaux, qui est en train de vieillir et demandera de plus en plus de soins dans les 10 prochaines années. Si vous croyez que le 60 milliards qui sera mis en mars prochain dans le système de santé, ce sera la fin, non, ce n'est que le début. Parce que on devra faire ça, moins 5 d'augmentation pendant les 10 prochaines années. Inévitablement, le système de santé finira par avaler beaucoup de budget, même celui de l'éducation, parce que la priorité de nos gouvernements ira avec la priorité d'une société qui veut, vu qu'ils sont malades, veut se faire soigner. C'est légitime. Maintenant, comment être capable de dire que derrière ces personnes âgées actuellement, qui n'ont pas eu dans leur éducation les saines habitudes de vie, donc ce n'est pas de leur faute, hein, et on ne leur a pas inculqué à l'école, que derrière eux, tout est beau, c'est l'inverse. Donc, il s'en vient une vague tsunami auprès des jeunes qui va faire en sorte qu'ils vont finalement avoir des maladies que leurs grands-parents ont actuellement. Donc, on a juste à se tourner vers les États-Unis. On voit un peu la tendance, si on ne fait rien, en Amérique, au Québec, au Canada. Aux États-Unis, on savait que l'espérance de vie allait finir par régresser. Normalement, on a toujours augmenté l'espérance de vie. On le fait au Québec d'une façon significative. On a perdu 6 mois dans le COVID en passant. On l'a regagné, ces 6 mois-là, en 2020. Mais les États-Unis, eux, dans le COVID, ont perdu 1 an et demi. Mais eux avaient déjà chuté de 81 à 78 avant le COVID. Et maintenant, ils sont stoppés à 76,1 parce qu'après le COVID, ils n'ont pas repris 1 an et demi. Ils ont plutôt régressé encore de 3 mois. Et on prédit que l'espérance de vie des Américains, dans 5 ans, sera de 74 ans. Et c'est le pays qui investit le plus dans son système de santé au monde, dans les pays de G7. Donc, vous voyez, c'est une question de système. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de système. Maintenant, la prévention, les jeunes.
Le constat, on l'a vu dernièrement avec Mario Leone, là, il a sorti son étude qui a paru, c'est une étude qui s'est terminée en 2017, mais qui avait commencé en 2014. Il est retourné dans les mêmes régions et presque les mêmes écoles, avec le même groupe d'âge, qui ont fait le même test qu'eux avaient fait en 1982. Donc, le test navette, ça a démontré. Et d'ailleurs, il y a d'autres données, j'ai parlé ce matin, là, qui vont sortir d'ici quelques semaines, sur d'autres choses aussi accablantes. Mais on voit que la condition physique, donc le VO2 max, c'est ce qui donne le meilleur indicateur pour la condition physique. Parce qu'un jeune peut ressembler en forme, mais quand on le met à l'effort, on se rend compte que là, il n'est pas en forme. Donc, le visuel est très trompeur. La meilleure façon, c'est de faire un test, mesurer leur capacité cardio-respiratoire. Donc, on voit que la régression est énorme. Et donc, les filles, il y a une ligne qu'il ne faut jamais franchir. Hein. C'est une ligne que si tu descends en bas de cette condition physique, donc de cette capacité cardio-respiratoire, si tu descends sous cette ligne, tu es vraiment en problème majeur de maladie chronique très tôt dans ta vie. Donc, les filles, maintenant, ça fait un petit bout qu'on franchit cette ligne, mais maintenant, c'est 70% des jeunes filles au Québec, on ne parle pas du Canada, là, au Québec, qui sont sous la ligne, qui sont en dessous de la ligne rouge qu'il ne fallait pas traverser. Et maintenant, les garçons viennent de venir les rejoindre depuis 2 ans. C'est 60% des garçons au Québec qui viennent de franchir cette ligne. Donc, même si le Québec fait des efforts, on est quand même sous la ligne de problèmes majeurs de santé plus tard. Et le Canada ne fait pas le même effort que nous. Là. Le Québec, on a plein de mesures, 15,23, 15,28, 15,29. Dans nos écoles, on a des enseignants qui ont une formation universitaire, ce sont des pédagogues qui sont formés pour faire bouger les jeunes. Ce ne sont pas les titulaires comme les autres provinces canadiennes. Là. Donc, nous, on est équipés. Malgré ça, nos données, la grande majorité des jeunes sont sous la ligne. Mais vous allez pouvoir me dire que c'est le téléphone, l'iPad. Ben, c'est faux parce que le téléphone existe depuis 13 ans, 15 ans maintenant, et l'iPad depuis 13 ans. Donc, ça vient d'arriver, ces outils-là. C'était quand même ça avant. Donc, je pense qu'il faut trouver des façons originales d'intéresser les jeunes à bouger. Mais moi, je milite, et je milite encore, puis d'ailleurs, je milite avec les enseignants d'éducation physique du Québec. Ce filet de sécurité qui est l'école, c'est le meilleur endroit parce que tous les enfants passent par l'école. Oui, on peut le faire en parascolaire ou en concentration sport. Ça, c'est juste les riches. Là, ils ont les moyens de payer de concentration sport. Et souvent, le parascolaire, il n'y a pas juste du sport. Il y a des arts, il y a de la musique, il y a des jeux vidéo. Donc, si on se fie au parascolaire, comme le ministre semblait dire l'autre jour, je ne suis pas trop d'accord. On ne peut pas se fier là-dessus. Il faut plutôt ramener à l'école des moments où on se donne la chance de faire bouger les jeunes puis essayer d'atteindre des normes minimales pour les garder en santé. Maintenant, bien entendu, est-ce que ça va rentrer en confrontation avec d'autres matières? Ben oui. Mais est-ce que c'est important, la santé des humains? C'est d'abord devenir un ingénieur, si tu n'as pas de santé, tu ne seras pas très productif. Tu sais, le cognitif, il faut, mais le corps, il suit le cognitif. Donc, aujourd'hui, on va parler des choses, de tout ce qui est technologie pour nous aider. Puis, c'est intéressant parce que ça, c'est une des solutions, parce que ça intéresse les jeunes. Mais j'en parlais tout à l'heure, il y a un autre problème qui est plus grave que l'environnement, qui fait en sorte que je considère que c'est surtout là-dessus qu'on doit s'attaquer. Je laisse la parole là. Bien, justement, on va enchaîner avec Vincent. Vincent, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce que tu fais d'abord, puis après ça, peut-être du portrait que tu dresses justement, étant donné ton implication là, en éducation, mais surtout dans le volet bouger, exercice, conditions physiques. Vincent, tu es sur muet classique. Les classiques. Bienvenue en 2023. Ben, merci Pierre. Je partage vraiment l'opinion et tout. Puis nous, ça fait 6 ans qu'on est dans ce milieu-là. Puis cette idée-là de créer un environnement immersif pour faire apprendre des jeunes à travers l'activité physique et tout, c'est une aventure qui ne fait que commencer, en fait. Puis à travers ces explorations-là, ces expérimentations-là, ben, il y a une des choses qu'on peut constater, qu'on est en place de constater, pour peut-être enchérir sur un des points de Pierre, c'est qu'au Québec, on s'en sort relativement bien, ultimement. Puis je pense que la place qu'on donne aux enseignants d'éducation physique, la reconnaissance qu'on leur donne aussi, si on compare, par exemple, à ce qu'on peut voir aux États-Unis, que nous, on voit plus principalement, puis à la limite en Europe, le rôle de l'éducation, de l'éducateur physique
est crucial, mais relativement bien reconnu. Puis quand on regarde aux États-Unis, on parle souvent des coachs. Puis la perception du rôle de l'éducateur physique puis du prof d'éducation physique aux États-Unis, c'est je suis capable, mes enfants, ils se tiennent plus, je vais les envoyer au coach, il va les faire bouger un peu, puis après ça, ils vont revenir, puis ils vont être capables d'apprendre. Tu sais. Puis je pense qu'on a, il y a en tant que système d'éducation aussi, on a encore pas mal de chemin à faire sur ces éléments-là. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Spark par John Rattley. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si Pierre, tu es au courant de ça, mais à travers l'étude qui a mené à l'écriture de ce livre-là, ils ont fait des tests aussi sur l'impact de l'activité physique avant des moments où on a besoin de se concentrer, puis sur le développement du cerveau. Je pense qu'il y a peut-être aussi un argument dans les directions scolaires ou dans le milieu dans lequel on pourrait peut-être venir mettre l'emphase sur l'importance de l'activité physique, sur l'apprentissage, puis sur la capacité intellectuelle ou la réceptivité ultimement que les enfants vont avoir à apprendre. Puis, je pense que l'activité physique dans le cours d'éducation physique, dans le gymnase, c'est une chose, mais c'est un autre bout de conversation qu'on avait avec Pierre quand on préparait la discussion. Le temps dans un cours d'éducation physique est relativement petit en ce moment par rapport à la semaine. Puis c'est pas nécessairement juste à travers cette heure-là qu'on va arriver à développer le niveau d'activité physique des enfants qui sont dans cette situation-là. Fait que je pense qu'on va devoir être créatif puis trouver d'autres contextes aussi pour pouvoir permettre ça. Puis à la limite, peut-être que ça se passe à travers les moments qui sont en classe ou d'autres moments dans la vie de ces enfants-là. On a une première question de la part de André. Vas-y, André. En fait, Vincent, je te supporte à 150% là-dessus. Et la raison pour laquelle je te supporte pour évidemment une création de l'U en éducation physique, si tu veux regarder Mission DELO TFO. Okay, j'ai travaillé là-dessus. En fait, j'ai travaillé avec des experts de matière pour les cours d'éducation physique. On était dans un contexte didacticiel. Puis souvent, je leur disais, il y a des grosses limites parce qu'ici, on n'analyse pas l'apprentissage cognitif, on analyse en fait surtout la performance physique. Puis c'est là qu'à un moment donné, je leur disais même, regardez, ça serait génial de sortir mon Oculus et d'essayer de faire des créations, évidemment, avec Unity, mais que la problématique au bout du compte, c'est qu'il n'y avait pas de senseur pour les jambes. Toi, l'U est capable de reconnaître le mouvement de façon beaucoup plus dynamique que nos amis de Meta. C'est là que je te dis, il y a un marché, puis il y a un besoin. Donc, en fait, moi, je crois vraiment à l'U dans ce contexte-là. Ben, merci. Je pense que l'activité physique, ultimement, dans le gymnase, c'est une des étapes, mais je pense qu'il y a tellement plus large, ultimement, à faire. Je pense que Pierre, tu peux renchérir sur cet élément-là facilement aussi. Là. Le micro, le micro. André, je suis d'accord aussi avec toi. Puis quand on observe, quand on regarde un peu la littérature, puis les études maintenant qui se font au Québec, c'est intéressant de voir que le Québec a enfin démarré les études pour voir qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient inactif. Hein? Le but qu'on devrait tous avoir, c'est qu'une personne reste active pour la vie. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça a beaucoup été axé sur autre chose à l'époque. Moi, ma génération, on nous a fait faire les Olympiades où on devait gagner des écussons de participation en or, en bronze ou en argent. Puis ça, c'est parce que les Jeux olympiques arrivaient en 1976 à Montréal. On s'est dit, hey, on va faire bouger les jeunes dans les écoles, on va leur faire des épreuves et on va, comme les Olympiens, les récompenser par des médailles. Donc, on allait aller dans les écoles mesurer, évaluer et comparer les enfants. Bien entendu, ceux qui gagnaient des médailles, probablement des sportifs pour la vie, étaient valorisés par ce qu'on venait de faire. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ces tests avantageaient beaucoup plus les jeunes qui étaient fibrés blancs. Donc, vous savez, dans les muscles, il y a deux sortes de fibres, les blancs et les rouges. Comme moi, j'étais un fibré rouge, donc j'étais le pire coureur aux 50 mètres, même mes cousines couraient plus vite que moi. Puis moi, j'étais inhabile également. Donc, moi, dans mes cours d'éducation physique, j'avais toujours 65 en éducation physique. Donc, si on vous donne, vous n'étiez pas bon en maths, mais vous n'avez pas fait un comptable. Si vous n'étiez pas bon en sciences, vous n'êtes pas devenu un ingénieur. Et donc, si tu n'es pas bon en éducation physique parce qu'on te donne une note, bien, le signal que tu reçois, c'est que je ne suis pas bon en sport. Et quand on pose la question aujourd'hui aux adultes là, de mon âge, pourquoi tu ne fais pas de sport? Ah, je n'ai jamais été bon en sport à l'école. À l'école. Là, je graphine parce qu'ils ont vécu la même chose que moi, où on allait avantager les fibres blancs, qui est à peu près 40 des jeunes, et 60 des jeunes qui sont fibres rouges comme moi,
ont détesté l'éducation physique parce que c'était axé sur la mesure, l'évaluation et la comparaison. Aujourd'hui, tout ça est ajusté, heureusement. Tout ça, on ne fait plus ça. On fait encore des cross-country scolaires au primaire, malheureusement, où on veut 3 champions pour la finale régionale. Bien entendu, 60% des jeunes détesteront leur expérience parce qu'ils auront un point, puis ils vont se considérer incompétents. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la société ne sait pas, c'est que quand le jeune arrivera à l'université, un des seuls sports qui te maintient en forme rapidement, c'est la course à pied. Mais il n'aime pas la course. Il se rappelle aux jeunes l'expérience négative qu'ils avaient vécue. Aujourd'hui, je pense que c'est des expériences pour faire vivre aux jeunes, des expériences variées, inclusives, et qui font en sorte qui nous permet, comme les chercheurs nous disent, de développer la littératie physique globale des jeunes, d'abord, pour qu'ensuite, une fois qu'ils sont en phase de certains sports, ont une certaine compétence et non performance. Mais au Québec, on est pressé. En haut arrivent des organisations dans les écoles, viennent rentrer dans les écoles en nous disant on va faire bouger les jeunes, mais le seul intérêt, c'est de repérer les champions pour nourrir leur système. Parce que s'ils ne gagnent pas de médaille aux Jeux olympiques, ils vont se faire couper 50% de leur budget par le Comité olympique canadien. Tous ces systèmes-là viennent nous nuire énormément. Et aujourd'hui, je rentre dans les écoles des pédagogues et ils doivent lutter contre tous ces systèmes qui sont contre eux. Mais derrière ça, c'est souvent des parents crinqués là, qui veulent voir leur enfant dans la Ligue nationale de hockey. Et là, le pédagogue essaie de au moins être un peu crédible au Québec, heureusement. Au Québec, il est crédible. Mais j'ai tout le temps dit que ce n'est pas le rôle des écoles de développer des champions dans le sport. Le rôle d'une école, c'est de développer des compétences en sciences, en maths, en français, pour être fonctionnel dans la société. Si vous êtes bon en maths, puis je vous arrête de faire toutes les autres matières parce que je veux faire une sommité en maths avec toi, tu vas donner une sommité en maths, mais quand tu arriveras dans la société, tu seras infonctionnel. Donc, la pire chose pour un individu, c'est de le spécialiser. Les profs le savent. Les éducateurs le savent. Ils sont bien formés par nos universités. C'est les contaminants autour qu'on va s'attaquer un jour. Puis si on réussit à enlever les contaminants, on laisse les enseignants, comme lui, c'est des anciens profs. Ils sont sur le terrain, ils savent ce qu'ils ont besoin, ils connaissent l'approche. Et aujourd'hui, on se fie plutôt à des gens qui vont faire bouger les jeunes. Ce n'est même pas des pédagogues, c'est des anciens athlètes qui rentrent dans les écoles, qui sont formatés compétition, qui viennent briser tout ce principe de l'inclusion, ce principe où le jeune veut, tout ce qu'il veut, c'est avoir du plaisir avec ses amis. Désolé, nous, on est en compétition, on doit accrocher des bannières parce que nous, notre école, on gagne les bannières au volleyball. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se produire dès le secondaire 1? La jeune fille est benchée toute la fin de semaine au volleyball parce qu'elle manque son service une fois sur 2. Donc, elle n'aime plus le volleyball. Elle demande à ses parents, maman, j'aimerais finalement aller jouer au basketball. Et elle se rend compte que c'est le même système. Finalement, elle finira sur l'heure du midi avec son téléphone cédentaire. Justement, j'ai envie de voir, on en a justement des pédagogues, Pierre, tu viens, je fais du pouce là-dessus, qui sont prêts justement, qui écrivent justement dans le chat, qui se disent, nous autres, on est prêts à aller faire bouger nos jeunes, même en classe. Vincent, as-tu des idées, des approches de comment on peut, oui, il y a une partie qui revient aux enseignants d'éducation physique, bien sûr, mais comment justement, j'écoute ce que vous dites depuis le début, comment on peut mettre à contribution tout le système, toute l'école au complet pour motiver nos jeunes puis pour intégrer ça, l'éducation à l'activité physique, là, un peu là, dans l'apprentissage? C'est une bonne question. Il y a énormément de ressources qui existent maintenant. La gang de Pierre ont fait Force 4 dans les dernières années où il y a toutes sortes d'activités relativement courtes. Le principe des pauses actives où on prend une pause pendant 5 minutes en classe, on se lève, on bouge, et puis il y a différentes manières de bouger ou différents objectifs qui peuvent être liés à cette pause active-là, je pense, qui existe. La RSEQ ont développé aussi des belles trousses de... C'était quand même assez populaire il y a peut-être 5 ans pour ultimement tapisser les corridors puis toute l'école en général pour qu'il y ait une forme d'activité physique à travers les déplacements qui existent dans les corridors, dans les escaliers, où le principe, on prend 5 minutes puis on part, on a une espèce de petit défi. Il y a de plus en plus de classes extérieures, de classes vertes, où ultimement, on va prendre l'air, on va être dans une dynamique d'action, de bouger. Il y a les configurations des classes aussi, je pense, qui peuvent permettre un environnement qui est un petit peu moins passif, où je suis assis et je reçois du contenu plutôt que je suis en action, les classes flexibles. Donc, je pense que c'est des axes de réflexion, mais je pense qu'ultimement, ça prend une volonté, ça prend une rigueur, ultimement, pour s'assurer qu'à la limite, à toutes les heures ou à toutes les, peut-être Pierre, tu me corrigeras pour les fréquences, mais avoir une fréquence régulière où on a des moments où on se dégourdit, on se met en action, puis s'assurer que les moments d'activité physique un petit peu plus intenses, sont maximisés quand on parle de récréation, de temps d'éducation physique. On parle de minutes actives souvent dans ce que j'ai entendu par les enseignants.
Ouais. Pas si Pierre, tu peux bonifier sur tout ça. Oui, bon. Force 4, c'est un bon programme, okay, mais il ne réussira pas seul. Donc, la force de Force 4, d'ailleurs, en passant, les gens, qu'est-ce que ça veut dire Force 4? Là? C'est, on ne l'a jamais expliqué aux jeunes, mais peut-être qu'un jour, on le fera. C'est quand tu fais 4 cubes d'énergie par jour, donc tu atteins 1 heure. Tu es 1 heure actif. Tu atteins la norme de l'OMS, hein, qui dit que chaque jeune devrait bouger 1 heure par jour tous les jours. Donc, quand tu bouges 4 cubes par jour, tu atteins la force. La force, vous savez, c'est quoi? C'est Star Wars. Non, mais c'était des principes qu'on voulait. Maintenant, on s'est dit, c'est impossible que le prof d'éduc réussisse à faire ça seul. Par contre, on veut que le prof d'éduc soit reconnu comme la personne santé dans l'école, que son rôle devient maintenant un leader de la santé, beaucoup plus large que son gymnase. Maintenant, il va habiliter les titulaires à faire bouger les jeunes dans la classe. Nous, on a développé 650 capsules, pas 6, 650 capsules. Là-dedans, il y en a plein là, qui intéressent, peu importe le type de jeune que d'endroit dans ta classe. Pour que le titulaire amène sa contribution. Ensuite, s'assurer que le jeune se déplace à pied s'il demeure à 1,6 km de l'école, plus la récréation. Finalement, 1300 écoles primaires sur les 2300 atteignent maintenant 1 heure par jour, tous les jours, toute l'année. Il en reste 1000. On devrait atteindre les 1000 autres d'ici 3 ans. Mais pour ça, il va falloir que le gouvernement continue de financer cette mesure 15,23 d'une façon significative. Parce que les enseignants ont fait un effort, ils se sont mis ensemble. Puis il faut remercier Sylvain Turcotte à l'Université de Sherbrooke qui a justement réfléchi un peu les concepts, qui nous a beaucoup nourris dans le principe. Mais il y a un élément fondamental que j'aimerais amener aujourd'hui, puis peut-être vous en rendez compte, mais des fois inconsciemment. Les candidats vont chercher la façon, qu'est-ce qui motive un humain à répéter au quotidien quelque chose, que ce soit dans les arts, la musique. Okay. Tu peux continuer, Pierre. OK, ça va. Qu'est-ce qui motive un humain à répéter quelque chose au quotidien? Que ce soit une personne âgée, un adulte comme nous, que ce soit un adolescent, hein, c'est pas facile, et même un enfant. C'est le plaisir en premier et les amis. Quand ils ont mesuré les motivations, pour lui donner 100 $ à votre enfant tous les jours pour qu'il marche 5 km, il va y aller. À la fin de la semaine, ça va vous coûter 700 $. Il va y aller parce qu'il est motivé par l'argent. Mais la motivation humaine, c'est quoi? Ben, c'est les éléments premiers, plaisir, amis. Ça, on ne devrait jamais détruire ce système-là. C'est pour ça que je suis beaucoup, quand les jeunes arrivent au secondaire, il y a un gros travail à faire au secondaire. Puis il faut maintenant qu'en secondaire 1 et 2, que les jeunes se retrouvent dans un environnement non toxique, sain, où ils peuvent continuer à bouger avec leurs amis dans le plaisir, puis continuer à développer leurs compétences. Parce que les Scandinaves nous le disent qu'avant 14 ans, donc avant le secondaire 3, tu devrais avoir au moins 5 outils dans ton coffre à outils. Par contre, si tu es spécialisé, puis ta seule compétence, c'est le hockey, parce que ton parent a voulu te spécialiser dans le hockey, bien, quand on fermera l'aréna parce que c'est le COVID, là, bien, tu vas devenir sédentaire. Mais je dirais aux parents, vous devriez aller faire nager votre enfant. Il ne sait pas nager. Bien, il devrait aller faire du ski de fond. Le centre est ouvert. Il ne sait pas faire de ski de fond. Donc, les parents l'ont rendu inhabile à être actif pour la vie. Donc, le rôle d'un pédagogue, c'est aussi sensibiliser les parents, tout le personnel d'une école. C'est possible d'inculquer les jeunes aux saines habitudes de vie, mais tantôt, il va falloir décontaminer cette performance qui rentre dans les écoles, qui fait beaucoup d'exclusion et qui finalement décourage les jeunes dans la période la plus critique, là, 10, 11, 12, 13. C'est là que ça se passe. Au Québec, 71% des jeunes arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. J'espère qu'un jour, on va s'attaquer à ça. Là. Bon, puis, parce qu'au primaire, je vous le dis, Luc, est là, nous, on est là. Il y a d'autres acteurs qui sont là. Je n'ai pas grand-chose à reprocher. Mais au secondaire, on doit s'attaquer à ces 2 premières années qui vient scraper à peu près tout ce qui s'est fait en amont. Et peut-être plus tard, les jeunes reprendront. Parce qu'on dit que quand on sème une graine, plus tard, peut-être qu'elle revient. Quelques-uns reviendront, mais je vous donne les statistiques. Quand tu perds 71% des jeunes après le secondaire 3, il te reste seulement 30% qui continuent. Dans le 30% qui continuent après le secondaire 5, 50% de ce groupe arrêteront de bouger également. Et il restera 15% seulement au cégep. Pourquoi les jeunes arrêtent de bouger après le secondaire 5? Parce qu'ils ont perdu leurs amis. Ils sont allés dans des cégeps différents. Et ils ont perdu, ils étaient spécialisés en volleyball, ils ont perdu leurs amis. Puis dans le cégep où ils vont, il n'y a pas 5 équipes de volleyball, il y en a une. Maintenant, fan au sport. J'ai juste ça comme compétence. Et voilà, le système qu'on a mis en place a créé des sédentaires. Aujourd'hui, je pense qu'on doit réfléchir en fonction de l'avant. Avant le primaire, de 0 à 6. Ensuite, de 6 à 11, jusqu'au temps qu'il rentre au secondaire. Et par la suite, bien entendu, le secondaire, où c'est là qu'il y a un gros effort à faire, où on doit retarder la spécialisation des jeunes,
On doit augmenter l'approche pour augmenter les compétences des jeunes. Et après, les systèmes de performance s'installent à partir du secondaire 3. Je n'ai aucun problème. J'en suis un performant. Je n'ai aucun problème. Mais laissez la chance à nos pédagogues d'inculquer le goût de bouger pour la vie à nos enfants. Et on ne leur laisse pas le temps de le faire et on ne leur donne pas les outils. Donc, augmentons le nombre d'heures d'éducation physique au secondaire. Faisons comme les Français, 3 heures d'éducation physique obligatoire par semaine. C'est pour ça que les jeunes Français, quand on les compare aujourd'hui à nos jeunes de 17 ans, les jeunes Français de 17 ans, présentement, les jeunes de 17 ans en France ont la même condition physique que les jeunes de 17 ans en 1982 au Québec. La différence, c'est que nous, on a une période par 9 jours, 2 périodes par 9 jours. Ça se résulte, tu fais un cours d'éducation physique. Hey, bonne chance. Le prof d'éduc, le pauvre lui. Excusez-moi, le pauvre lui. Ah, ne vous en faites pas. Le parascolaire va régler le problème. La concentration sport et le sport-études. Et voilà nos écoles à trois vitesses. Et les parents riches, allez, amusez-vous, vos enfants n'auront pas de problème. J'arrive des États-Unis, là. Les enfants riches, il n'y a aucun problème, ils font du sport. Mais les pauvres, là, sont carrément abandonnés. C'est pour ça que leur espérance de vie est passée de 81 à 74 ans bientôt. Les riches aux États-Unis, là, ils vivent comme nous, 81, 84. C'est pas le Québec, sans passant. Pas pour rien que le Québec, on est plus avancé que tout le Canada. On est un petit peu plus socialiste. On pense plus aux gens. On espère que tout le monde va monter. Et moi, je crois à l'éducation. C'est par l'éducation qu'on va corriger le problème. Donc, ça ne se passe pas après l'école, ça se passe durant l'école. C'est là qu'on doit faire la base solide, puis t'assures qu'un jeune est armé pour être actif pour la vie. Je n'ai pas confiance. Un jour, il est sorti une personne, un enseignant qui disait « Ça prend un village pour élever un enfant, ça prend un village pour faire bouger un jeune. » Faux. Je n'ai pas confiance au village. Je vous le dis, là, je n'ai pas confiance au village. Les gens sont préoccupés, ils font d'autres choses. Donnons à nos pédagogues cette période si cruciale, donnons-leur les outils, mettons des programmes comme Lux, comme un autre, d'autres programmes, Filles actives. Il y en a plein qui sont là, qui sont des modèles d'inclusion, qui pensent à tout le monde et qui font en sorte que tu as une société qui grandit équitablement vers la santé durable. Justement, on a une question d'André, mais j'aimerais ça, après ça, peut-être t'entendre, Vincent. On parle des pédagogues. Comment on parle des bienfaits de l'activité physique, on parle des bienfaits sur l'apprentissage aussi comme tel. Est-ce qu'il y a pas moyen aussi de voir en quoi ça augmente la concentration, le développement? Donc, on parle beaucoup des conditions physiques, mais ça va aussi au-delà de ça, le bien-être de l'activité physique. Pensez à la question d'André, mais Vincent, si ça tente après de nous parler un peu de ça par rapport à tes travaux puis à ce que tu fais chez lui, je pense que ça pourrait intéresser nos pédagogues, nos enseignantes là, et enseignants qui sont en ligne avec nous ce midi. Alors, vas-y, André, pour ta question. Oui, en fait, Pierre, je lisais un commentaire, en fait, de Patty qui disait qu'on est ici pour avoir des idées. Donc, regarde, moi, par expérience, même si ce n'est pas au Québec, mais il y a eu beaucoup de Québécois qui ont travaillé sur le projet. En passant, je te fais un clin d'œil, c'est la francophonie ontarienne. Ça fait que, première chose, s'attacher au vécu de l'apprenant était une belle méthode pour les attirer. Vincent, en passant, justement, tout l'aspect non pratique, là, tu sais, toute la théorie, pourquoi tu t'échauffes et tout ça, tu regarderas, j'ai mis des liens, c'est vraiment là-dessus qu'on a développé parce qu'on était texte, média, audio, vidéo, on n'avait pas quelque chose comme lui. OK? Maintenant, de l'autre côté, il y a le métacognitif qui est super intéressant parce qu'à quelque part, si tu leur apprends à apprendre, tu leur apprends aussi à se garder en santé, à se garder physiquement actif. C'est que, tu sais, il y a tellement de pistes intéressantes là-dedans. Puis Pierre, écoute, je supporte tes efforts en général. J'habitais à Témiscouata sur le lac. C'est que la côte de Notre-Dame, là, j'en ai entendu parler quand vous l'avez monté et descendu. Merci, André. Merci. Il y a une question qui revient souvent aussi quand on déploie des systèmes comme lui ou qu'on parle de la technologie dans un contexte d'activité physique. Puis il y a toutes sortes d'opinions par rapport à ça. On a fait quand même pas mal de recherches aussi. Puis il existe de la belle recherche, dont une étude qui s'appelle Children and Stream. Je vais partager le lien tout à l'heure dans le chat. Qui a été faite en 2020, qui est une méta-étude sur plusieurs études sur les effets de l'écran ou du temps d'écran par rapport à l'activité physique, l'apprentissage. Puis, je vais vous partager mon écran. Il y a un élément, partager l'écran dans cette interface-là. Voilà.
si on avait à résumer, en tout cas de mon point de vue, l'apprentissage clé que j'ai fait quand j'ai pris connaissance de cette étude-là, est-ce que vous voyez bien mon écran, juste pour être certain? Oui. Ouais. Il y a 4 éléments clés qui doivent se retrouver pour qu'une expérience avec un écran soit signifiante, en fait. Puis on se dit tout le temps, on va compter les minutes d'écran, puis on a tendance à les comparer avec une minute d'écran égale une minute perdue d'activité physique. Mais ultimement, si on considère ces 4 éléments-là, je pense que le médium, la notion de l'écran, passe beaucoup derrière. Ultimement, c'est le pourquoi j'ai utilisé le contexte de l'écran dans mon expérience d'apprentissage ou pédagogique. Fait que les 4 piliers, ultimement, vous allez voir qu'ils ont quand même une connotation très physique, ultimement. T'sais, fait que la notion d'être actif, pour que l'enfant ne soit pas nécessairement dans une relation où il est passif à recevoir du contenu, mais il y a une forme d'interaction qui est bidirectionnelle dans l'expérience qu'il va vivre avec, par exemple, le dit écran. La notion d'être engagé pour rester motivé ou rester curieux, donc de s'assurer qu'on ne perd jamais cet engagement-là. Dans une expérience comme lui, ultimement, ça se passe par des mécaniques qui viennent du jeu vidéo, mais on n'est pas dans une dynamique passive, on est vraiment dans une dynamique où, par la mécanique du jeu ou par la mécanique de l'activité, il y a des éléments qui peuvent venir me stimuler ou venir me chercher alors que peut-être que j'aurais pas nécessairement un intérêt pour pousser plus loin l'effort sans avoir cette notion d'engagement-là. La notion du sens aussi pour l'enfant, que ce soit, fait qu'à la limite, peut-être qu'ici, on peut reconnecter un peu avec ce que Pierre, tu disais tout à l'heure, où la performance dans un contexte d'activité physique est liée à je suis bon au soccer ou je ne suis pas bon au soccer, au basket ou au volleyball. Puis si je n'y suis pas, mais à la limite, le sens que je vais trouver à faire cette activité-là physique va finir par disparaître. La notion qui pour moi est vraiment, vraiment importante, puis un des piliers derrière tout ce qu'on fait, c'est la notion d'interaction sociale. La majorité des expériences qu'on a avec la technologie, c'est souvent moi et mon écran, mais moi seul et mon écran. Puis on dit des fois, le VR, ça va devenir social parce qu'il va y avoir plein d'autres personnes avec nous dans une expérience de réalité virtuelle, mais on s'entend que c'est pas nécessairement le même type de lien social que, par exemple, quand on pratique une activité physique en groupe avec d'autres personnes. Je pense que la notion de garder plusieurs personnes ensemble dans une activité qui utilise de la technologie, si on parle de technologie, ça a une portée vraiment, vraiment importante et signifiante. Fait que, ultimement, quand vous pensez à du temps d'écran versus de l'activité physique, essayez de garder en tête que s'il y avait ces 4 éléments-là dans le contexte du temps d'écran, puis encore mieux si ce temps d'écran-là, comme dans ce que nous, on essaye de faire, amène une forme d'activité physique, puis un haut niveau d'intensité, puis on s'assure que les gens sont toujours en action et tout, je pense qu'il y a une notion, il y a une belle cible à atteindre ultimement. Puis en termes de technologie, il y a du travail vraiment, vraiment exceptionnel qui est fait par la gang du Récit en éducation physique. Tantôt, Pierre, tu parlais de la gang de Sylvain, de Sherbrooke, là, de Sylvain Turcotte, mais j'ai un blanc de mémoire, je vais le retrouver puis je vais le partager. Mais le Récit en éducation physique font vraiment du beau travail aussi pour comment est-ce que vous pouvez utiliser toutes les ressources numériques qui existent en ce moment, mais pour amplifier l'expérience d'activité physique où ils donnent un sens, où ils donnent un cadre ultimement qui est signifiant. Puis il y a une tendance pendant certaines années à, par exemple, mesurer le rythme cardiaque des enfants pour leur donner des outils pour comprendre en ce moment, est-ce que je suis dans ma zone en termes de niveau d'intensité d'activité physique, puis d'avoir des outils où la technologie pourrait permettre à l'enseignant de mieux comprendre le contexte du groupe, mieux comprendre qui se dépasse versus qui ne travaille pas suffisamment fort pour qu'ultimement, peut-être que notre analyse de la performance des enfants par rapport à l'activité ne soit pas en comparaison entre eux, mais par rapport à eux-mêmes aussi. Je pense qu'il y a un élément intéressant à réfléchir dans cet axe-là. Oui. J'aimerais ajouter. Oui, vas-y, Pierre. Concrètement, là, pour les enseignants qui peut-être qui écoutent, là, bon, des choses très simples. L'extérieur. L'extérieur est sous-utilisé. D'ailleurs, la cour de récréation, c'est le prolongement de l'école. C'est là qu'il se fait de l'intimidation. C'est là aussi où le jeune développe ses habiletés motrices. Je vais juste parler d'un phénomène, parce qu'il neige à l'extérieur. Quand on a fait des études avec le Lab École, avant de se lancer dans le chantier de la construction de 6 écoles modèles qui allaient servir de données pour les écoles signatures du gouvernement, parce que le gouvernement a décidé d'investir 9 milliards dans les 5 prochaines années à reconstruire et rebâtir une partie du parc scolaire. Et ils vont le faire pendant 15 ans. Donc, 30 milliards seront investis dans les 15 prochaines années à reconstruire et rebâtir toutes les écoles au Québec. Donc, ça, c'est une opportunité de dire on les fait comment. Donc, ce temps d'arrêt qu'on a fait, on a assis autour de la table, ce qui ne s'était jamais fait. On a assis les parents du quartier, la communauté. On a assis les enseignants, bien entendu, qui n'avaient jamais eu leur opinion sur la construction d'une école.
Ça se faisait toujours avec le directeur des ressources matérielles, puis la future direction d'école, puis des fois non. Souvent, on reprenait les plans de la vieille école, l'autre école qu'on avait construite pour sauver 500 000. On se foutait du milieu où l'école allait être construite. Donc, nous, on est venu casser ce moule-là. On est passé de 9 mètres élèves à 12 mètres élèves. Et on a assez autour de la table la communauté, je vous disais, mais la ville aussi, les citoyens et les directions, bien entendu. On a sorti 15 incontournables de ces données pour lancer un concours d'architecture au Québec où les 162 firmes ont répondu à l'appel et se sont remis à niveau. Donc, présentement, toutes les firmes d'architectes au Québec ont vécu le processus d'innovation en sachant comment on construit une école contemporaine avec 15 incontournables. On a fait des publications pour les cours d'école également. Ils viennent toujours de sortir. Les publications, l'alimentation va sortir maintenant. Vous pourrez lire ça, les écoles. Même si vous n'avez pas une école rénovée, vous pourrez intégrer maintenant l'alimentation dans votre école. Vous pourrez aussi savoir comment on construit une cour d'école. Je m'attarde à la cour d'école. C'était mon sujet principal. On a questionné les enfants parce que moi, c'est venu d'une rencontre d'élèves du primaire au Lab École qui venaient de voir les 162 maquettes qui avaient été produites par le génie québécois. Pierre Thibault expliquait aux jeunes la classe, le couloir et tout ça. Je regardais les jeunes, il n'y avait pas l'air à si triper que ça. Puis j'ai demandé à la jeune fille, c'était pas un garçon, « Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? » Elle dit, « Moi, j'aime ça. » Elle me regarde d'être dehors. Là, je dis à Pierre Thibault, « T'as vu, tu te fais le cul à vouloir construire des belles écoles. Qu'est-ce que les jeunes aiment le plus, c'est à l'extérieur. » Après ça, on s'est mis à poser la question aux enfants. OK, dans la cour d'école, qu'est-ce qui fait que tu aimes ta cour d'école? Là, ils nous ont sorti 100 éléments. Fait qu'on a fait un questionnaire dans une trentaine d'écoles à travers le Québec. 2000 élèves ont répondu. 2000 élèves, là, avec l'enseignant, puis ils répondaient aux questions. Savez-vous qu'est-ce que l'enfant aime le plus? La première chose qui sort dans une cour d'école pour la rendre wow pour eux, là, qu'ils se sentent bien, savez-vous c'est quoi qui sort en premier? Des arbres. Ils veulent des arbres. Savez-vous qu'est-ce qu'ils veulent en deuxième? Une butte sur le lycée. Qu'est-ce qu'ils veulent en troisième? Une cabane dans l'arbre. Et qu'est-ce qu'ils veulent en quatrième? Là, je peux aller jusqu'à 100. Là. Puis la quatrième plus grande priorité, ça, c'est des bancs pour s'asseoir. Donc, c'est 4 éléments durables que tu peux construire qui vont durer 25 ans, qui fait que l'enfant aime sa cour de récréation. Et donc, une butte de neige. À Montréal, on enlève les buttes de neige parce qu'on trouve ça dangereux. Les parents font des plaintes, c'est dangereux pour nos enfants. Si vous venez à Saguenay, vous traversez le parc de Laurentides, là, quand vous allez venir chez nous, les buttes de neige sont obligatoires. Tu es obligé d'en avoir une dans ta cour d'école. Expliquez-moi pourquoi que dans certaines régions, certaines écoles les enlèvent, puis chez nous, ils sont obligatoires. Pourquoi on les oblige? Dans les 8 éléments du développement moteur global des enfants, la butte de neige en rejoint 4. C'est le fun, hein? Juste une butte de neige, là, il y en a 4 éléments fondamentaux. Quand vous l'enlevez, là, vous ne le remplacerez pas par autre chose. Là. Bonne chance. Donc, les enfants du Saguenay, quand ils arriveront probablement au secondaire, ils seront un peu plus habiles au niveau moteur. Puis quand ce sera des jeunes à Montréal où on a enlevé les buttes de neige, ils auront une déficience. Je dis souvent, ils seront probablement inhabiles, j'aime mieux dire imbéciles. Ils vont arriver dans un sport, ils vont être imbéciles, ils n'ont pas développé l'intéressé physique global qui t'amène à l'intéressé physique motrice fine. Ces principes-là, allez voir si vous venez à côté en santé publique, tout ça est analysé, tout ça est compris. Maintenant, il faut le rentrer dans nos écoles puis être capable d'outiller nos écoles à créer des citoyens qui sont actifs pour la vie. Moi, je pense qu'on les a, les solutions au Québec. Il y a une volonté, on a du monde qui sont sérieux, pour pousser le gouvernement à dire que le système de santé, c'est la seule façon, c'est qu'on ait des citoyens actifs pour la vie. Puis quand on pose la question aux jeunes, aux adultes, plus tard, pourquoi ils ont arrêté de bouger, là, il faut s'attaquer le pourquoi et revenir en arrière et dire maintenant, il faut corriger les situations qui nous ont empêchés d'avoir des citoyens actifs. Et c'est comme ça qu'on sera patient, ça va prendre un peu de temps, que les gens débarqueront au Québec et vont dire, vous avez votre modèle? Oui, nous, c'est le modèle québécois. Il y a le modèle scandinave, il y a le modèle australien. On s'est dissocié du modèle canadien qui imite le modèle américain, axé sur la performance et l'exclusion pour gagner des médailles. Eux, ils sont gaga là-dessus. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on est inclusifs. On veut que la population bouge. Puis on préfère avoir 5 médailles de moins aux Jeux olympiques, là, mais avoir une société la plus en forme au monde. C'est ça, la réalité. C'est une question de choix. On dit que dans certains sports, pour développer un Olympien, tu as dû brimer 2000 enfants qui ne feront pas de sport parce que tu as dû mettre des structures d'exclusion autour de lui pour qu'ils puissent se développer. Puis on les laisse s'installer, ces structures d'exclusion, puis on ne les dénonce pas. Je vous le dis, là, moi, je les dénonce, là,
Mais il va falloir être plusieurs à le dénoncer un jour. Je sais que les pédagogues dans les écoles, nos enseignants, vous avez ce rôle, là, on vous confie l'avenir de nos enfants. Vous le faites très, très, très bien. Maintenant, vous devez crier plus fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent les enfants. Souvent, vous avez les parents contre vous qui sont crinqués, mais je pense que si on se rallie autour de… On vient de faire un colloque sur la santé durable, là. On pensait avoir 120 personnes, il y a eu 1000 personnes qui sont venues au congrès. On était débordés, tout le monde veut faire de la santé durable. Et on sait très bien les principes, par où ça passe. Ça commence d'abord à l'école. Si à la maison, l'enfant n'a pas l'environnement idéal, il y a le filet de sécurité à l'école. L'école vient sauver la situation. Ça, il faut en être conscient. Il faut vous donner les outils, le financement. Si la ministre donne pas assez d'argent, il va falloir lui dire. Ça ne défend pas des crédits importants pour l'activité physique, il faudra lui dire. On met 1,2 milliard en culture au Québec, là, puis on met 120 millions dans l'activité physique. Excusez-moi, là. Moi, je considère que faire bouger ta population, là, c'est aussi important que la culture québécoise qu'on doit défendre, que je suis totalement d'accord. On va mettre 1,2 milliard. Le budget devrait être équivalent. Et avec ça, bien entendu, on aura les moyens de mettre des luxes un peu dans toutes les écoles primaires. On aura les moyens d'intégrer des programmes. On aura les moyens de sortir dans les parcs ou comme les CEPAC qui chargeaient avant aux écoles. On a réussi à les convaincre de charger zéro. On a lancé le programme Petit XP. On a équipé 60 centres de ski de fond au Québec. On a acheté 3000 paires de ski de fond pour les rendre gratuits, à condition qu'ils donnent l'activité gratuite. Pourquoi on a ciblé le ski de fond? Parce que c'est un sport d'inclusion d'hiver. Parce qu'au Québec, il y a 6 mois d'hiver. Si votre enfant développe seulement une compétence d'été, l'hiver, il va devenir sédentaire. Et si vous attendez qu'on construise des gymnases partout, là, vous faites bouger vos jeunes, on n'y arrivera pas. Ça coûte 6 millions construire un gymnase double. On n'y arrivera pas. Il y a 2300 écoles primaires au Québec, puis 450 écoles secondaires. Vous comprenez, là? Il faut utiliser l'extérieur. Et ça, maintenant, les enseignants, les titulaires le veulent. Sortez, habilitez-vous. Demandez à votre prof d'éduc qui doit augmenter ses compétences pour vous guider finalement. Vous ne serez pas parfait au début, mais les jeunes, s'ils ont du plaisir, ils vont vouloir retourner. Puis, on aura une cohérence dans nos écoles qui fait en sorte que nous sommes une des premières sociétés au monde à aller vers la santé durable. Et notre système de santé, bien entendu, finira par se discipliner. Là. Pour l'instant, on n'y arrivera jamais. Là. Puis en plus, même, vous le dites, là, on est à 54 milliards en 2022. Là. 2023, on va monter à 60. Et même si on rajoute 10 milliards, là, ça ne va rien changer. Parce que ce n'est pas une question de… C'est juste une question de système. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un système qui est tout croche, qui est maintenant… quand je vois aux Jeux olympiques encore aujourd'hui, là, on accepte que les Russes… Excusez, je fais un peu de politique, là. Ça me fait chier. Excusez-moi, là, quand on nous dit qu'on va pour la médaille, la gloire, l'idéal d'un pays. Faisons donc les championnats du monde à chaque année, là, été, hiver. Là. Puis quand tu étais 3 fois champion du monde, là, ben, tu es champion du monde. Ah, mais tu n'as pas gagné une médaille olympique. Tu n'es pas si bon que ça. Excusez-moi, je suis tanné de voir ce show-là à 4 ans, là, qui crée plein de problèmes partout où il passe. Puis il y a des enfants que je connais, des amis, là, qui ont gagné 4 médailles aux Jeux olympiques. Là. Sa seule compétence, c'est tourner à gauche sur une patinoire. Quand elle tourne à droite, elle tombe. Elle ne sait pas nager, elle ne sait pas courir, elle ne sait pas faire de ski de fond, mais à 4 médailles, elle n'a même pas fini son cégep. C'est ça, nos Olympiens. Excusez, là, moi, là, je fais un peu de… Mais… Oui, non, on comprend que ça peut être choquant. Vincent, oui, tu voulais réenchérir sur ce que vient de dire Pierre. Sans nécessairement réenchérir, j'étais curieux de voir les gens qui sont là, s'il y a des choses des questions que vous vous posez, des outils que vous aimeriez avoir, avec quoi vous aimeriez partir de cette discussion-là, s'il y a des choses qu'on pouvait faire ou à la limite améliorer dans le système ou des informations qu'on pourrait vous fournir ou une question un peu ouverte à tous, peut-être pour les dernières minutes qui nous restaient pour voir s'il y avait des points d'interrogation qui n'avaient pas été entendus. Oui, Pierre, quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé intéressant puis très important, la notion de plaisir. Tu sais, on parle de l'activité physique parce que c'est bon pour la santé, on l'a dit, c'est bon pour la concentration, la motivation. Mais il y a une question de plaisir, puis quand cette question-là est bien intégrée, on dirait que ça va de soi. Je ne sais pas, Vincent ou Pierre, est-ce que vous auriez justement des avenues pour les pédagogues là, qui sont là ce midi pour dire, écoutez, certaines approches qui pourraient justement renforcer la motivation à bouger de la part des élèves, ça apporte du plaisir. Pierre, tu as parlé justement de l'extérieur, un exemple aussi simple qu'une montagne de neige dans la cour d'école, ça peut être efficace, puis ce n'est pas des budgets démesurés. Est-ce que vous auriez d'autres exemples qui pourraient intéresser là, les gens qui sont à l'écoute avec nous? Moi, je dirais… Pierre, oui.
Ouais, les sorties parascolaires ou durant l'école, je le vois ici à Rivière-du-Moulin-Chicoutimi, quand on a lancé le programme Petit XP, j'avais une vision, je me dis, ils vont venir, je suis convaincu. J'ai dit à la ville, par contre, il faut que ce soit gratuit. Puis à chaque année, il accueille 3 000, il initie 3 000 à 5 000 jeunes au ski de fond. Là. Quand je le compare, un exemple, à Oslo, qui est la capitale mondiale du ski de fond, qui, eux, pour maintenir leur sport national vivant, initient 10 000 enfants par année au primaire. Bien, avec le programme Petit XP du Grand Défi, on initie 100 000 enfants au Québec, au primaire, dans un sport d'inclusion divers. Donc, ces centres qui sont autour, vos parcs qui sont autour, demandez de pouvoir y avoir accès gratuitement. S'ils veulent vous charger, écrivez-moi. Je vais les dénoncer dans les médias. Comprenez? Il faut arrêter là, de faire payer les écoles, de mettre des freins à l'activité physique. Vous n'y arriverez pas seulement à l'école. Il faut sortir de l'école. Il y a des environnements extraordinaires que vous devez vous mériter. Quand, chez nous, même le transporteur scolaire, je le nomme Intercar, a décidé que quand on amène les jeunes au ski de fond, puis ils en transportent là, à Chicoutimi, à Jonquière, puis à la baie, parce qu'on a 300, ils ne chargent plus rien maintenant. Il le fait gratuit. Il amène sa contribution, un transporteur scolaire. Là, vous comprenez, il y a plein de choses que maintenant la communauté peut faire pour rendre l'extérieur, pas juste autour de l'école, les parcs sont loin, accessibles à des pédagogues et des enseignants, profs d'éducation physique, pour aller faire vivre des expériences positives aux jeunes à l'extérieur. Puis ça, je pense que ça manque au Québec. Il faut nos piscines soient gratuites. Il faut s'assurer qu'on a accès à l'eau. Moi, dans les compétences, je voudrais juste le dire parce que j'en profite. Là. Dans les 5 compétences que votre enfant doit acquérir avant le secondaire 3, il peut en avoir plus, là. Mais il faut qu'il ait acquis au moins 5. S'il y en a 5 différentes, 84 de ces jeunes resteront actifs pour la vie. Il ne sera jamais mal pris. Il y aura toujours un outil pour rester actif. Mais il y en a une qui est obligatoire, selon moi, au Québec. C'est nager. Tu dois savoir nager. Pourquoi? Au Québec, il y a 1,5 million de lacs et un fleuve. Les chances que dans votre vie, là, vous allez être confronté à l'eau sont presque assurées. Si vous ne savez pas nager, vous allez vous noyer. Donc, au Québec, on n'est pas en France qu'à 4 lacs. Là. Il y en a 1,5 million. On doit savoir nager. C'est une compétence obligatoire, selon moi. Comprenez? C'est une chose que tu peux faire jusqu'à 100 ans. Les 2 seuls sports que vous pouvez pratiquer encore à 90 ans, c'est la marche et la natation. Et une piscine, c'est 10 fois plus productif qu'un aréna de hockey. Pourquoi? Maman enceinte, apprendre à nager, les cours de natation, les personnes âgées, problèmes musculo-squelettiques, la piscine, elle parle à toute ta communauté. Puis ils peuvent l'utiliser toute leur vie. Mais un aréna, c'est réservé à ceux qui ont les moyens de jouer au hockey, les parents riches. Et on veut construire des arénas partout. Je ne suis pas contre le hockey, mais avant de savoir à patiner, tu devrais savoir nager. Dans ma tête, les enseignants, les pédagogues, fixez ses priorités, ses 5 compétences. Puis regardez vos enfants. Vous en avez des enfants, là? OK, mon enfant, il fait quoi? Je leur pose la question d'ailleurs à vos enfants. Puis j'arrive au primaire, hey, tu fais quoi comme sport? Ben, moi, je joue au soccer. Tu fais pas ça, là. Tu fais ça dans nos sports. Non, je joue au soccer. Non, mais tu cours-tu? Oui, tu cours. OK, mais du ski de fond? Ah oui, je fais un peu de ski de fond. Ah, je fais du ski alpin. OK, tu en as 3, il t'en manque 2, là. Il faut que tu n'aies 2 autres avant 14 ans. Oui, c'est des choses simples à apprendre. Le jeune se met à réfléchir. Ah oui, c'est vrai, moi, je fais plein de sports. Ouais, plein de sports. Faites plein de sports. Et puis, si on pourrait rentrer ça dans la tête des Québécois, là, votre enfant doit faire plein de sports différents. T'sais. Et maintenant, les sports, les sports d'exclusion. La voile, le golf, hein, le tennis, le hockey. Ça, c'est des sports, si tu es riche, tu peux le faire. Si tu n'as pas d'argent, tu ne le feras pas. Donc, le gouvernement devrait financer massivement tous les sports d'inclusion. Tout sport qui est inclusif, hein, que même si tu n'es pauvre, tu peux le faire, il doit supporter massivement toutes ces organisations-là pour être capable, finalement, de s'assurer que tu touches toute la population. Mais si on gagne une médaille au tennis, là, on va te financer ça à tour de bras parce qu'on a des champions de tennis. Puis dès qu'ils gagnent, ben, ils vont mettre leur argent dans un pays à l'abri d'impôts. Vincent, j'ai vu que tu avais partagé justement, merci Pierre, toujours. D'ailleurs, il y a une question pour toi, Pierre, dans le chat. On me demande une dame qui est à Arvida, au Saguenay, puis qui aimerait ça aller faire de la randonnée avec ses élèves au manoir du Saguenay. Elle disait, bon, on parlait du ski de fond qui était gratuit, mais toujours la question du transport scolaire qui est comme une question un peu épineuse par les temps qui courent. Hein? Il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre à ce niveau-là, mais bref, est-ce que c'est gratuit pour les écoles de transport? Donc, toute l'ensemble de l'activité est gratuite. Les écoles de Jonquière, donc quand ils les amènent aux Norvégiens ou au Centre Bexy, c'est pour les écoles de l'Abbé, ou les écoles de Chicoutimi, c'est ici à Rivière-du-Moulin.
Intercal, c'est gratuit. Transport, gratuit pour l'entrée, gratuit pour les équipements. Ils ont des raquettes, puis ils ont du ski de fond. Il y en a pour tout le monde. Les skis sont neufs. Puis quand vous y retournez la fin de semaine, c'est aussi gratuit. Ça ne coûte jamais rien. Ça ne coûte plus rien au Québec, ça ne coûte plus rien faire du ski de fond pour un enfant de 12 ans et moins. Puis on lui donne sa carte de membre. Il a sa carte, il peut se promener partout au Québec, sauf au Mont-Saint-Anne, où ça coûte 40$ pour faire une journée de ski de fond. Eux n'ont pas accepté le programme. Mais au Mont-Saint-Anne, il y a juste les riches qui skient là. Puis ski de fond, qui est un magnifique sport d'hiver que j'adore tout particulièrement. Est-ce que c'est possible à partir de la maternelle? Est-ce que ça se fait? Où les élèves sont trop petits? Ils sont un peu petits parce que ce qui est le fun dans le ski de fond, c'est que ça te prend deux enseignants, un avant, un arrière, ou un parent accompagnateur qui vient souvent, et tout le troupeau est entre eux. Puis idéalement, si on essaie de faire des parcours plats pour commencer, vois-tu, comme au Mont-Saint-Bruno, il y a un parcours, mais le parcours, il part en descendant, puis après ça, il monte. Ça, c'est pas idéal. Tu t'organises pour que le jeune ait du fun. La descente, attends un peu plus tard, ou la montée, parce que ça, c'est un peu difficile. Ils ne maîtrisent pas encore les éléments, mais c'est vraiment intéressant de les voir après 30 minutes. Comment déjà, ils sont habiles, ils réussissent à se tenir, ils ne tombent plus, puis ils utilisent les bâtons. Quand ils retournent 2 fois, d'abord, ils vont y retourner 7-8 fois. Imaginez 7-8 fois par hiver, pendant toute leur primaire. Fait plus tard, là, quand ils arrivent au secondaire, il y a une nouvelle gang d'amis qui font du ski de fond. Ah oui, du ski de fond, je sais l'en faire. Je suis compétent, je suis compétent. Ça va en faire. Il reste quelques minutes à cette rencontre. Vincent, je voulais revenir à toi. Tu as partagé un lien pour une plateforme américaine qui fait du très bon contenu qui permet de travailler l'anglais. Justement, la question qui revenait souvent dans le chat, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos élèves pour bouger en classe? Je ne sais pas si tu avais des références à nous donner outre celle-là ou des conseils pour dire OK, ou à quel moment on dit à nos élèves OK, on prend une petite pause, on bouge autour du bureau. C'est avant un examen, après un examen? Est-ce que tu avais des conseils, Vincent, à nous donner à ce sujet-là? La plateforme que j'ai partagée s'appelle GoNoodle. C'est une librairie de milliers de contenus vidéo de toutes sortes de durées et de types, en fait. Fait que si vous cherchez d'autres contenus que les vraiment très beaux contenus que Force 4 ont fait, GoNoodle, ça peut être une belle approche. Vu que c'est en anglais, ça peut être une opportunité de travailler l'anglais aussi. Puis en fait, à travers la conversation, puisque j'écoutais, je pense que ce serait riche de faire une espèce de liste d'activités, de suggestions qui peuvent être faites. Et un des constats qu'on a fait dans les classes où on a commencé à explorer quel rôle on pourrait jouer là, qui serait pertinent pour amener de l'activité physique dans la classe, puis il y a l'aspect du bruit et de la distraction pour les autres classes. Fait que si ultimement toutes les classes font leur pause active en même temps et que l'école devient bruyante à ce moment-là, c'est bien. Mais un des constats négatifs qu'on a vu de l'activité physique dans la classe avec un haut niveau d'intensité, par exemple, c'est l'effet distractif que ça peut avoir pour les autres classes qui sont peut-être pas du tout dans ce moment-là de leur journée, en fait. Fait que c'est quand même curieux de voir, ultimement, peut-être qu'est-ce que même, Pierre, tu penses de ça, là, la notion de l'activité physique en classe, parce que puis comment ça a été intégré. C'est sûr, si c'est fait de manière synchronisée, par exemple, il y a une récréation, une tempête de neige, on ne peut pas aller dehors, c'est la récré intérieure. Bon, mais là, ça va, ultimement. Je pense qu'on peut avoir un bon niveau d'intensité, mais on se pose, nous, à l'interne chez lui en ce moment, comment est-ce qu'on peut amener l'activité physique dans les classes sans nécessairement avoir un impact négatif sur les autres qui ne sont pas rendus là. Aussi, dans les capsules, il y a aussi du yoga. Là. Il y a plein de choses qui ne font pas de bruit, qui font la job. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les moments, je pense. Puis, le Québec est créatif. J'ai confiance, je vous dis, j'ai vraiment confiance. Le Québec, je suis allé en Floride dernièrement, puis toute la créativité du Québec, là, est rendue là-bas, le Cirque du Soleil, les compagnies font venir les Québécois pour Mammon Factory sont là maintenant avec Universal qui est en train de les guider. Imaginez, là, c'est fou, là. Donc, soyons sûrs de nous, soyons confiants, soyons imaginatifs, mais baissons jamais les bras devant ce défi sociétal qu'on a devant nous. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Puis parfois, ça prend des momentum. Moi, je savais que le momentum de la reconstruction des écoles arriverait inévitablement un jour. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer le Lab École. J'ai appelé Pierre Thibault et Ricardo. Puis regardez, là, ça a fonctionné. Il y aura un autre momentum, inévitablement, qui va nous permettre d'investir massivement puis de donner les meilleurs outils à nos écoles pour bien préparer. Et la bonne façon aussi. La bonne façon. Il n'y a pas juste une. Puis, mais moi, c'est que je regardais des gymnases qu'on construit maintenant acoustiques. C'est niaiseux, c'est une nouvelle mousse qui vient de sortir. Si tous les gymnases auraient ça, ils mettraient ça au plafond. Maintenant, tu as un gymnase acoustique où tu peux faire des pièces de théâtre maintenant. Avant, c'était impossible.
Donc maintenant, quand on rebâtit, on reconstruit, on réfléchit à tous les problèmes qu'on a vus dans le passé. Moi, je pense que de voir les titulaires s'engager à faire bouger les jeunes, je ne m'y attendais pas. Je me disais que ce n'est pas leur rôle, ils savent, c'est le rôle du prof d'éduc, mais ils ont levé la main, ils ont dit on est volontaire. On est conscient qu'on leur a inculqué bouger plus. À l'époque, récupérer, protéger l'eau. Puis ils regardent dans la société, ça a fonctionné. Les jeunes, maintenant, on veut l'environnement vert. Et les saines habitudes de vie, ils savent que ça passe par eux. Un jour, on reconnaîtra, encore une fois, notre système d'éducation, ceux surtout qui la font, qui auront relevé le défi d'une façon cohérente, organisée et structurée. Moi, ce que je vous dis, est-ce que vous me partagez les biais qui sont autour, ce qui vous nuit, ou ces écoles qu'on ne vous donne pas la gratuité? Nous, on est des acteurs extérieurs qui sont là pour vous défendre. Gênez-vous pas de nous contacter, de nous dire qu'il y a des frustrations dans votre coin. Ça va nous faire plaisir de faire un exemple. Parce qu'après, on peut s'en servir pour dire aux autres, pourquoi vous enlevez vos buts quand chez nous, on les garde? T'sais? Ah, ben OK, on ne savait pas. Là, tout à coup, tu changes un peu le modèle tout doucement par des exemples qui fonctionnent, par des gens qui font des tests. Comme vous, Luc, vous devrez sortir des données pour nous démontrer ce que vous faites. Ça donne des résultats sur la réussite éducative des jeunes, mais aussi sur le moteur global des jeunes, pour qu'une fois qu'ils arrivent au secondaire, on a pas mal corrigé les problèmes où ils se sentent plus incompétents dans les sports, mais qui se sentent compétents et non performants. Les performants, ils n'ont pas de problème, ils ont des structures pour eux, ils ont les moyens les parents ont les moyens de les amener là. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est les autres qui sont la grande majorité, qu'on doit maintenant commencer à réfléchir d'une façon globale. Mais bon, je pourrais parler longtemps comme ça, mais désespérons pas, le Québec, je vous le confirme, sera la première société en Amérique qui obtiendra des résultats probants au niveau de la santé durable. Parce qu'on a des rencontres comme ça avec des enseignants préoccupés, je les vois, sont prêts à passer à l'action. Il faut juste se donner les outils nécessaires pour les atteindre. Le Québec est chanceux d'avoir un ambassadeur tel que toi, Pierre, passionné et engagé. C'est très, très inspirant ce que tu nous as partagé ce midi. Vincent, il nous reste environ quelques secondes à cette rencontre. Est-ce que tu voudrais nous donner un petit mot pour conclure sur Ben, il y a André qui avait levé la main, je pense. Ah oui, ouais, André. ben, en fait, Oui. je te seconde, Julie, sur le support, puis un gros merci à Pierre pour cette démarche-là. Je pense qu'il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre et à essayer. Et ben nous, ce n'est que le début de l'aventure. À ta question que tu posais tout à l'heure, l'activité physique moyennement intense, avant l'activité où on a par exemple, un examen ou une chose où on a besoin de se concentrer, l'idéal, c'est dans l'heure et demie avant le moment où on a besoin de se concentrer qu'il devrait y avoir de l'activité physique pour augmenter je pense, c'est 15 ou 20 la capacité intellectuelle des jeunes. Fait que d'avoir peut-être cette sensibilité-là avant un examen ou un moment qui peut être stressant, où il y a de l'anxiété, où il y a penser les faire bouger, les faire se dégourdir, je pense que ça peut avoir un impact super positif. Puis vous avez le même support de notre côté chez lui si jamais il y a des projets ou des choses que vous aimeriez explorer, des choses qui manquent. On est vraiment en mode écoute et en mode observation en ce moment pour arriver avec les choses les plus pertinentes pour faire partie de la solution. Pierre, le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Je le laisse à André. André avait levé la main. OK, vas-y, André, avec le mot de la fin, tiens. Ben, en fait, Pierre et Vincent, regardez, par expérience, là, rapidement, de ce que j'ai vécu dans un développement de cours en ligne pour éducation physique, maximiser les compétences de tous les collaborateurs possibles, travaillez pas en silo. Moi, j'ai eu une réviseure pédagogique qui, à un moment donné, était tellement tough avec moi, tellement tough. Puis là, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? C'est que j'ai comme fait mon investigation. Je me suis rendu compte qu'elle était prof de danse, puis j'écrivais un cours de danse. C'est que là, à un moment donné, j'ai dit « let's go, on collabore ». Puis c'est là qu'on a fait un module super intéressant. C'est que, gardez vos yeux ouverts en général, parce que quand c'est trop fait en silo, vous allez être ouvert à la critique spontanée, mais quand c'est fait en grand groupe comme ça, toutes les idées se mélangent. C'était juste un petit commentaire. Génial. Merci, André, pour ton commentaire. Je laisse encore 10 secondes, Pierre, si tu veux conclure. Oui, moi, je rêve, parce qu'il faut rêver. Je rêve à un modèle québécois. Ce modèle aurait été réfléchi, pensé par nos pédagogues, surtout nos scientifiques qui sont dans nos universités. Maintenant, on a assez de données probantes. On a observé beaucoup les Scandinaves, on a observé beaucoup de pays. Maintenant, on a assez de données québécoises pour créer notre propre modèle selon notre culture, selon nos valeurs. Et ce modèle-là, bien entendu,
donnera des résultats. Et par la suite, les autres pourront nous imiter. C'est comme les CPE. Le Québec a créé les CPE. Aujourd'hui, vous avez vu les provinces canadiennes, là, après 24 ans, finissent par vouloir avoir des CPE. Le Québec a toujours eu des idées. On est parti en 1960, une gang de non-éduqués qui n'avaient même pas de secondaire à majorité. Puis Jean Lesage avec Guérin Lajoie puis Guy Rocher ont créé finalement ce ministère de l'Éducation. Et aujourd'hui, si on est une société mondiale, qu'on a même pu construire le C-Series, puis on a les meilleurs médecins après les Américains, les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronautique, intelligence artificielle, c'est parce qu'on nous a éduqués. Tout a passé par l'éducation. Donc, le problème de santé globale passera inévitablement par l'éducation. Mais il faudra la supporter. Puis je terminerai en disant que tous les pays scandinaves, jamais que le budget de la santé dépasse le budget de l'éducation. Nous, on met 60 milliards en santé puis 30 milliards en éducation. C'est ça le problème. Puis le problème de la santé des Québécois, c'est un problème d'éducation. Merci Pierre pour ce mot de la fin d'une grande éloquence. Merci beaucoup Vincent Routier de l'U avoir été là, Pierre Lavoie aussi. On va te suivre sur les médias dans tes prochains événements. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis je vous souhaite à tous une excellente après-midi.